C'est parti pour les interviews de l'IA, votre rendez-vous hebdomadaire dans Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, Jérôme Béranger, le CEO de Good Algo, avec qui nous parlerons éthique de l'IA. Également présent Dominique Perret, directeur général de Hello Spot, qui est un spécialiste de la gestion de relations citoyens. C'est Bonjour. différent de la relation citoyenne, mais si vous vous nous direz pourquoi. Citoyen au pluriel, comme ça on englobe tout le monde. Mais on commence avec Jennifer Bellistan qui est avec nous. Bonjour Jennifer. Bonjour. Principale data stratégiste chez Snowflake. Voilà, le grand Snowflake. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de la manière dont vous conseillez les clients sur la stratégie data et IA. Ça nous intéresse beaucoup de connaître tous vos secrets, oui. Jennifer. Il y a le Data Cloud AI de Snowflake qui publie régulièrement des études et moi je me suis intéressée aux prédictions sur les réglementations et les compétences en matière d'IA attendues là en 2026. Qu'est-ce qu'on peut en retenir globalement déjà, juste nous faire un peu la big picture de ces prédictions? Déjà, je peux présenter un peu Snowflake, ce que c'est. Je ne sais pas si tu sais. Allez-y, mais on connaît un petit peu. Oui, non, mais on a une plateforme unique, données et IA. Et nos principales axes sont de décloisonner les données pour donner accès à plus de données, de faciliter la collaboration. Et ça, c'est important, surtout avec la réglementation autour de l'IA. Et ça nous permet de se servir, d'exploiter les données plus facilement, de collaborer. Et aussi tout en sécurisant les données et pouvoir observer, évaluer les résultats. Mm-hmm. Et donc ça, c'est très important. Avec la mise en place des règlements d'IA, il faut que non seulement que les entreprises soient assurées de leur conformité avec la loi, mais aussi qui conforment avec les exigences des clients. C'est pas que la réglementation, c'est aussi la réputation. D'accord. Et donc, le fait d'assurer que les données et les modèles IA sont bien gouvernés, sont bien. Et il faut avoir... Ça veut dire que ça ne concerne pas simplement le marché européen et la réglementation européenne, c'est dans l'absolu. Il faut apprendre à se conformer aux attentes de ses clients. Oui, c'est ça que je pense qu'on met beaucoup d'appui sur les réglementations. Oui. Et ça crée une sorte de peur. Est-ce que je vais conformer avec les réglementations? Mais surtout quand elles ne sont pas forcément très explicites. Explicites et la mise en force n'est pas... Oui, donc on ne sait pas quand ça va être mis en force. Oui. Mais moi, je pense que de toute façon, il faut déjà préparer parce que les exigences, non seulement réglementaires, mais c'est réputationnel. Donc, c'est les clients qui vont nous imposer ça aussi. Oui. Oui. Donc, on ne se dit pas, on attend que ça arrive pour non, on commence à préparer maintenant la plateforme qui vous permet de faire ce que vous voulez faire, d'innover, mais à la fois en respectant la sécurité, la gouvernance des modèles et les données qui les alimentent. Et l'éthique pourrait rajouter votre phrase. Voilà, ça tombe sur l'éthique. L'articulation entre le réglementaire et l'éthique. Oui, justement. Voilà. Et alors, sur la partie compétences. Compétences, oui. Oui, qu'est-ce qui est attendu? Mais il faut élever les compétences des gens, des employés, surtout en fonction de gestion de l'IA. En fait, ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de changement de workforce, mais on a déjà des problèmes de gestion dans les entreprises. On ne forme pas forcément les chefs d'équipe, les chefs d'entreprise. Il y en a beaucoup qui sont là à cause des circonstances et pas forcément à cause des compétences. Et donc, je pense qu'il faut... l'ancienneté. Oui, OK, oui. Mais je pense que c'est très important d'avoir un programme explicite qui éduque et qui forme des gens de gérer, diriger des agents de l'IA. Parce qu'on va tous avoir des assistants, des agents. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste penser, je peux remplacer mon personnel par demain des agents IA, ou je vais recruter des nouvelles pointures en matière d'IA. Il faut embarquer vraiment toute l'entreprise. Oui. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Et il faut avoir en place une plateforme qui permet de faire ça. Il faut pouvoir tester, mesurer, documenter le comportement de l'IA.
et des agents pour qu'on puisse les diriger. Oui. Et donc ça, c'est une compétence qu'il faut à travers l'entreprise, parce qu'on va dépendre de plus en plus de nos agents, nos collaborateurs agentiques. C'est vrai. Ouais. Jérôme dit, Jérôme dit c'est ce qu'on fait, mais allez-y. Non, c'est une peur du citoyen de tous les jours, c'est de se dire mon métier, qu'est-ce qu'il va devenir, je vais me faire remplacer, etc. Non, on va être augmenté. Ou peut-être mais que il faut être. C'est mon texte, ça, par contre. Non, mais on peut aussi se dire peut-être que je suis pas capable. Tout à fait. Mais là, on peut rassurer les gens sur l'IA, parce qu'on est dans le domaine, on comprend un petit peu maintenant les vrais risques et les vraies attentes qu'il y a derrière l'IA pour les entreprises. C'est qu'une IA, elle sait tout faire, mais elle sait rien faire. Oui. Une IA est généraliste. Les IA sont codées par les informaticiens. Elles savent faire de l'informatique, à la base. Et donc, on va les entraîner sur des modèles, on va leur essayer qu'elles soient plus performantes sur tel ou tel secteur, mais elles seront jamais performantes pour votre entreprise qui est unique, qui fait les choses à sa manière, à elle. Et donc, on a besoin des personnes qui connaissent leur métier pour orienter les IA, commander aux IA et faire comme on fait chez nous, de manière précise dans l'entreprise. Donc, et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de l'IA d'entreprise, parce qu'il faut former. Moi, j'aime bien l'analogie des ressources humaines. On veut créer un agent qui fait une tâche. Bon, mais quelle est la description de la poste, du poste? Quel est le candidat? Quel est le bon candidat? Quelle est la formation qu'il faut pour que cet agent arrive à son accompagnement? Et quelles sont les métriques qu'on va mettre en place pour suivre les résultats, le comportement de cet agent? Et donc, ça, c'est quelque chose à mettre en place en amont de ce changement. Super intéressant. Ouais. Alors, Jérôme Béranger, on passe à votre sujet, qui n'est pas très éloigné finalement, on le voit de tout ce qu'on vient d'aborder. C'est une continuité. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au CERPOP à l'INSERM de l'Université de Toulouse 3. Vous êtes un expert en IA et éthique pour l'Institut Europe IA. Vous publiez même des livres sur l'intelligence artificielle. Vous êtes super sympa parce que vous venez avec un exemplaire dédicacé, c'est super gentil. Le journal de MEV chez De Bac Supérieur, donc qui est paru en fin d'année 2025. Mais sinon, dans votre vie de tous les jours, vous êtes le CEO de Good Algo, qui est spécialisé dans l'accompagnement et l'évaluation d'éthique des projets digitaux. Comment est-ce que on évalue l'éthicité? Enfin, je ne sais pas, quel est le niveau d'éthique d'un projet? Alors, il faudrait qu'on soit tous d'accord déjà sur est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas éthique? Ce qu'on fait déjà, pour avoir une approche éthique, il faut avoir une vision systémique et transversale. Comme l'a très bien dit Jennifer, moi, j'ai jamais autant parlé organisation et humain quand j'accompagne finalement des projets autour de l'IA pour les entreprises. Quand on parle d'éthique, c'est à la fois appliqué au numérique, on parle de data. Oui. Forcément, la data va alimenter les projets digitaux. Dedans, c'est réfléchir à se dire, est-ce que ma donnée, elle est référente? Qui a accès? Est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce qu'elle est intègre? Toutes les questions autour de la data. Puis après, on pose des questions aussi autour de l'algorithme. Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est robuste? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il a des biais algorithmiques? Toutes ces questions autour de ça. On développe aussi toutes les réflexions autour de l'interface homme-machine. Oui. Est-ce que la fonctionnalité autour de l'IA, le personnel ou l'utilisateur a les compétences ou l'appétence pour savoir bien l'utiliser? Parce qu'on est encore dans l'objectif de se dire, c'est un outil au service de l'organisation. On le voit bien que les productivités autour de l'IA, elles marchent très bien et elles sont fortes en termes individuels, mais en termes de performance collective, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Et c'est là où l'organisation, que Jennifer a très bien dit, a son importance. Et il ne faut pas standardiser une IA par rapport à une organisation. Il faut qu'elle soit flexible, finalement, et que c'est à elle, l'organisation, de l'utiliser pour après faire modifier l'organisation et la prise en charge. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire vous rattachez l'éthique aussi à l'efficacité. Alors, en termes de performance, parce que là, en fait, c'est auto-alimenté, si vous voulez. Et l'éthique, c'est transversal. C'est des questions à la fois technologiques, organisationnelles, stratégiques. Moi, autour de la table, quand il y a un comité d'éthique, il y a qui? Il y a les corps de métier, mais il va y avoir aussi la stratégie, le juridique, bien sûr, parce qu'il y a des éléments juridiques avec le RGPD, avec la IACT, le règlement. Donc, nous, notre plateforme qu'on a développée pour les entreprises permet justement d'accompagner les entreprises à se dire,
comment je fais pour accompagner, évaluer mon projet digital? Est-ce que ça répond bien aux attentes du client, mais aussi aux exigences du professionnel? L'un va pas sans l'autre. La RSE, est-ce que mon IA va avoir un impact environnemental, environnement durable? Est-ce qu'en termes de prise en charge, en termes individuels sur les métiers, est-ce que mon libre arbitre va être modifié? Est-ce que le profil de la personne qui va utiliser, ça va être le même pour le même métier qu'avant? Je ne suis pas sûr. Et on travaille beaucoup avec les services de RH, où on s'aperçoit que justement, tout l'esprit critique, l'analyse critique, si tu n'as pas la connaissance du milieu sur lequel tu appliques l'IA, ça ne fonctionne pas. Et ce qui pose des questions, quand on regarde au niveau même les formations, les écoles, comment on fait? Il y a une génération qui arrive où, finalement, je ne sais pas si c'est l'émergence plutôt de juniors qui vont être plus des managers ou qui ont un esprit critique de culture générale beaucoup plus développé qu'avant, que de la technicité pure et dure, que l'IA, ultra spécialisée, est déjà plus performante sur certaines tâches que certains métiers. Avec la question du risque de perte de compétences. Perte de compétences, dépendance de la technologie, de l'esprit critique, de se dire finalement quel est le sens du travail, quelle est ma valorisation en tant qu'humain par rapport à l'IA. Est-ce que, la grande question du grand public, c'est est-ce que l'IA va me remplacer? Et est-ce qu'on verra un jour même un scénario à la Terminator où l'IA devient consciente, indépendante, etc. Comment vous intervenez comme ça sur les projets pour aider justement les clients à travailler sur leur éthique et à faire du good algo? Du good algo, en fait, si vous voulez, ça doit toujours avoir la conviction et l'aval, on va dire, d'un COMEX. C'est là qui influe l'idée, la dynamique de dire ça. Ça marche sur différentes choses. Ça va être déjà des ateliers de sensibilisation, de formation, où déjà on leur dit comment intégrer de l'IA dans mon organisation par service, parce qu'il y a autant de fonctionnalités que d'utilisateurs. Et ça rejoint ce que c'est Jennifer, pense à la formation. Exact. C'est déterminant. Ouais. C'est déterminant. Mais ça, c'est le premier rayon. C'est aussi se dire comment on organise une gouvernance au sein de l'entreprise avec une politique de sécurité, de digital ethics officer qui se développe de plus en plus, créer des comités d'éthique. Nous, je travaille avec le groupe La Poste, DocaPost, et on a créé des comités d'éthique, notamment pour Pronote, qui permet, donc c'est l'espace, la plateforme digitale d'échange scolaire, etc. Et donc, il y a une vision là-dessus, il crée des chartes éthiques, des manifestes, des guides de bonne pratique. Donc, on arrive à travailler... Alors, est-ce qu'on peut adresser que les grands groupes? Parce que là, vous citez quand même un énorme groupe. Ça peut être... Mais est-ce que quand on est une PME, on peut avoir cette approche déjà éthique? Ça marche assez vite. On s'aperçoit assez vite finalement qu'en utilisant les PME, en utilisant de l'IA, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils arrivent à fédérer des corps de métier qui se parlaient pas forcément, et ça dissilote sinon, c'est-à-dire que ça permet de créer du lien alors qu'on pense que cette technologie peut être individualisante, mais ça reste un objet. C'est-à-dire que ça peut être comme ça peut atrophier le cerveau d'une personne s'il l'utilise à chaque fois pour rien, mais ça peut aussi en développer de la culture générale ou du savoir-faire. Donc, c'est toujours comment on utilise la finalité là-dessus. Ça doit répondre à la fois aux décisions, mais aussi, finalement, aux pratiques qu'on veut bien faire autour de l'IA. Oui, je vois que la régulation ou le règlement a un impact sur ça aussi, parce qu'en fait, l'obligation de transparence, par exemple, on est obligé de créer un registre de tous les modèles, et on voit qu'en faisant ça, il est publié au sein des entreprises ou des PME. Et quand ils font ça, il y a d'autres départements qui disent ils ont fait ça avec ce modèle, ils ont utilisé les données, peut-être on peut collaborer, je peux mettre mes données pour améliorer l'algorithme. Donc, j'ai des données pertinentes, ou bien je peux me servir de ce modèle. Donc, ça crée vraiment du lien. L'obligation de transparence crée une collaboration à travers l'entreprise qui change la façon de travailler, Tout à fait. qui décloise des départements. C'est exactement ça, et on aurait pu penser que c'était uniquement pour des grands groupes, finalement, qui ont des grands services où ils se parlent jamais, où ils échangent pas trop, et même des petites PME, même de 10 personnes, on se dit, ils se connaissent tous,
Et bien non, il y a des bases de données qu'ils utilisent, qui ne pensaient pas être utiles pour eux. Ça, c'est sûr. Et même pour les territoires, pour les régions, pour des mairies. Alors, justement, on va parler Voilà. des territoires, des régions, des mairies, avec Dominique Perret, donc directeur général de HelloSpot, spécialiste de la gestion de la relation client augmentée par l'IA, mais qui a été créé spécifiquement pour répondre à la saturation des services publics. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes le partenaire de plus de 600 mairies. Oui, un peu plus même. Oui. D'accord. Alors, 1000 aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est la même chose, la relation client et la relation aux citoyens ? Est-ce qu'un CRM, c'est une GRC? On pourrait dire ça comme ça. Alors, parce que dans le monde public, on dit GRU ou GRC. Mais le mot... Alors, nous, on ne connaît pas tous ces acronymes. Alors, excusez-nous. CRM, je pense qu'on connaît autour de la table. CRM. CRM, GRC, c'est la francisation du terme. C'est gestion de la relation client. D'accord. C'était pas très compliqué. On peut le faire en anglais aussi, Citizenship Relation Management. Donc, ça, on pourrait dire, finalement, une mairie a besoin d'un outil pour fédérer, pour comprendre ce qui se passe au niveau de sa relation usagée, là où vous avez des données qui arrivent de partout. Vous avez, les mairies sont en multicanal comme les entreprises. Vous avez des courriers, vous avez des emails, des appels. Attends, il y a 3 personnes qui attendent à l'accueil. Et puis, il y a un peu de dématérialisé qui est en train d'arriver à côté, soit par l'État, soit par des trucs, des formulaires que j'ai essayé de faire, qui souvent finissent dans la boîte mail, finalement, quand même, de la mairie. Donc, vous en avez de partout et vous avez un accueil qui doit gérer tout ça. Donc, de plus en plus de mairies essaient de mettre en place, pour faciliter la vie des citoyens, un guichet unique. Et c'est l'humain qui fait le connecteur avec les autres services, finalement. Donc, vous avez des humains qui sont censés être omniscients, omnipotents, qui doivent savoir tout faire mais ils ont à quand même l'accueil. des outils numériques aujourd'hui. Alors, savez-vous ce qu'ils utilisent aujourd'hui Non, j'avoue que je ne sais pas. Eh bien, la bannette, le post-it. Ah, la bannette, Et oui, c'est toujours une réalité. C'est toujours une réalité. Le D'accord. post-it, s'il s'envole, on ne va jamais rappeler le citoyen qui a demandé quelque chose. Et non, ça pose des gros problèmes de suivi. Aujourd'hui, il y a des situations de tension dans des milieux sociaux qui peuvent arriver très vite dans les salles d'attente des mairies parce que une demande n'a pas été répondue, un citoyen fâché, un élu qui s'est fait remonter les bretelles. Maintenant des plateformes, on a numérisé quand même pas mal de procédures. Alors, dans les grandes villes, oui. Dans les 35 000 communes françaises, on est encore un peu loin. D'accord. Et donc, ces solutions de GRU, GRC augmentées par l'IA, ça veut dire que... Ça veut dire quoi, augmenter par l'IA? Augmenter par l'IA, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, d'une part, la solution elle-même, elle devient plus intelligente parce que je peux faire la boîte de réception unique, j'ai tous les courriers, tous les machins, je mets ça dans le copieur, hop, j'interprète automatiquement le courrier, ça me fait une belle procédure comme si le SARFA avait été rempli automatiquement derrière. Donc ça, c'est génial pour le citoyen qui ne s'est pas embêté à comprendre ce qu'il fallait remplir, comme pour finalement l'agent qui n'aura pas tout à ressaisir. Oui. Et l'agent va pouvoir comprendre très vite, alors c'est la loi de Pareto, 80% vont être dispatchés très bien, et puis 20%, il faut regarder. Et là, c'est intéressant, parce que c'est des cas plus difficiles à traiter, où on se pose des questions, donc ils gardent le bon grain, j'ai envis de dire. J'espère qu'ils ne se disent pas, ça n'a pas été traité par l'outil informatique, donc c'est pas traitable, donc je le mets à la poubelle. Non, bien sûr, il reste des choses intéressantes. Et là, pour traiter les cas plus compliqués, l'IA va aider dans un deuxième temps. Oui. Ils vont devenir agents augmentés en s'aidant de l'IA pour répondre. Je prends un exemple. Oui. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous n'êtes pas obligé de me répondre à l'antenne. Oui. Admettons que vous ayez un grand enfant, un grand ado de 20 ans. Voilà, il sort de l'adolescence. Bon, il a envie de quitter le foyer, prendre son appartement. Stress. Vous vous dites comment je vais faire, je suis pas prête, il peut pas partir maintenant, c'est peut-être votre cas. Et non. Et idée de génie, aucune information personnelle. idée de génie, vous vous dites je vais faire un studio dans mon garage pour lui donner son indépendance. Comme ça, il sera pas loin. Bonne vous dites je fais tout ça, et puis vous dites mais j'ai peut-être besoin d'un permis. Ma voisine m'a dit l'autre fois que je vais demander en mairie ce qu'il faut faire, permis de construire, procédure. Et là, l'agent vous dit à l'accueil, ça dépend de pas mal de trucs. Il y a un empilement du code de l'urbanisme, du PLU, bâtiment de France ou pas, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais vous donner un rendez-vous avec un agent, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Rappelez-vous, à la période des passeports, on pouvait attendre très longtemps pour avoir des choses assez simples, finalement. Ici, avec l'IA, l'agent a directement une base de connaissances qui est ordonnée, organisée comme il faut, et il demande directement à son IA souveraine comment je peux traiter cette demande. Elle vous donne la réponse tout de suite, dans la minute, et vous savez que vous avez juste une déclaration. Et pourquoi elle est souveraine, son IA? Juste, on a raté cette étape. Alors, il faut qu'elle soit souveraine, parce qu'aujourd'hui, savez-vous quelle IA est utilisée en majorité par les mairies? D'accord. Alors, j'ai quelques chiffres échantillonnés, parce que nous, on est les spécialistes de l'IA en France, pour les collectivités. Donc, déjà, il faut savoir que plus d'un agent sur 2, on est autour de 60%, 40% dans les plus grandes collectivités, où une DSI est un peu plus serrée sur les pratiques,
ou ils osent pas dire. Et 70% dans les plus gros usages des agents utilisent déjà des IA génératives pour s'aider, pour comprendre des gros courriers, pour chercher, pour mettre par exemple le PLU. Et devinez quelle IA ils utilisent. OpenAI, ChatGPT, Google, Gemini. On voit un petit problème derrière ça. Petit. Donc sécurité, conformité, on en parlait tout à l'heure, Oui. et tout simplement, c'est pas au niveau réglementation, on n'est pas bon du tout au niveau de la. Oui, on a. Donc il faut leur que présenter des IA dédiées en il fait. faut une IA. Oui, mais il faut que l'IA soit formée avec les données pertinentes. Il faut que l'IA ne soit pas généraliste. Oui, il faut qu'elle soit entraînée avec des données pertinentes. C'est pour ça que de l'IA d'entreprise, mais ça peut être l'IA de la mairie, et formée avec les bonnes données. C'est ça. Et ce qui est en train de devenir HelloSpot, c'est le nouveau réflexe IA des mairies. Parce que c'est pas possible pour un élu ou pour un responsable de service ou pour une DSI d'avoir du chat GPT qui est installé de manière shadow IT dans les services. Oui, ça c'est terrible. Et donc l'idée, c'est de mettre ça en place. Maintenant, chat GPT, c'est gratuit, c'est facile d'accès, etc. Donc on rend avec une offre freemium, une offre aussi accessible qu'un chat GPT pour que ça devienne un réflexe national. Là, j'ai noté que vous alliez mener un audit sur les demandes des usagers là, au Sable d'Olonne et tout ça. Ah oui. Aujourd'hui, les mairies ne savent pas en Vous fait êtes bien informé. à quelle demande répondre, c'est ça? Alors souvent, elles ne savent pas par quel bout prendre le problème. D'accord. C'est-à-dire qu'elles se disent faut aller vers l'IA, mais aujourd'hui on a ChatGPT. Comment je connecte ces deux choses-là? C'est pas une équation facile. Je peux pas brancher ChatGPT à mes logiciels métiers d'aujourd'hui. Je sais pas comment les traiter. Et donc on vient les aider à y voir plus clair, tout simplement. Déjà pour constituer la fameuse base de connaissances, parce que s'ils savent pas écrire leur procédure interne, comment l'IA va deviner quelle est la procédure interne? Donc on a des trucs un peu malins pour que ça apprenne au fil de l'eau avec les agents. Et les mairies sont actives, sont vraiment partantes. Ouais. Là ouais. J'ai pas rencontré une mairie, alors j'étais très étonné. Parce que j'imagine c'est un budget supplémentaire. Ouais, mais justement, le budget en fonction des services informatiques se développe et augmente. Oui. Moi, je travaille en ce moment avec la mairie de Colomiers et ils ont développé des ateliers de formation, de sensibilisation autour justement des différentes IA. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a tellement d'IA sur le marché avec des fonctionnalités bien précises qu'il y a tellement de corps de métiers différents dans les mairies que, en fait, ils savent pas quelle IA utiliser, sous quelle forme, sous quel usage. Et donc, ils partent un peu, c'est le Far West, quoi. Oui, et ils ne veulent pas avoir une infrastructure hétérogène parce qu'il faut... Exactement. Ça coûte beaucoup. Donc, avoir une plateforme unique... Donc, ça commence par l'audit. On fait soit des audits flash, soit des audits poussés en tant que spécialiste de l'IA dans les mairies, de manière à comprendre par quel bout attraper le problème et puis trouver les cas d'usage là où il y a des gros irritants pour les citoyens et des grandes difficultés pour les agents, parce que le nombre d'agents ne va pas augmenter dans les collectivités publiques. Pourtant, le nombre de citoyens, lui, il continue d'augmenter. Et donc, les budgets sont stables, vous le savez, dans les mairies, d'où l'idée de leur apporter des solutions très accessibles, faciles, pour augmenter les agents. Merci beaucoup à tous les trois, c'était passionnant. Merci à Jérôme Béranger d'abord, CEO de Goodalgo. Merci à Jennifer Bellicent, principale data stratégiste chez Snowflake, et Dominique Perret, directeur général de HelloSpot. Voilà, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'IA et on compte sur vous notamment.